Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la télévision internationale Tchad 24. Bienvenue au journal. L'Union économique eurasienne soutient son alliement sur l'initiative chinoise, la ceinture et la route, dans le but de promouvoir la vision grandiose d'un grand partenariat eurasien. S'adressant à une session plénière du deuxième forum économique eurasien de l'UEE qui a débuté mercredi, Poutine a noté qu'un nombre croissant des pays s'orientent vers le renforcement de la souveraineté nationale, la poursuite d'une politique intérieure et étrangère indépendante et l'adhésion à leur propre modèle de développement. Ces pays sont favorables à l'établissement d'une architecture nouvelle et plus juste des relations économiques internationales et cherchent à influencer le processus mondial de manière constructive en élargissant les réseaux de partenariats fondés sur l'avantage mutuel, le respect et la prise en compte des intérêts de chacun. Le président russe a déclaré que la Russie et ses partenaires au sein de l'Union se félicitaient d'une coopération sincère, productive et pratique avec des pays du monde entier sur la base de ces principes et soutiendrait la synergie entre l'organisation et la BRI proposée par la Chine. L'UEE soutient les initiatives visant au développement de l'ensemble du continent eurasien et continuera de coopérer avec la Chine pour allier le processus d'intégration dans le cadre de l'UEE avec l'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine, afin de réaliser la grande vision d'un grand partenariat eurasiatique, selon Poutine. Poutine a ajouté qu'il est important de coordonner les efforts des pays pour créer un nouveau système financier mondial décentralisé, affirmant que la politique économique des États-Unis se tire une balle dans le pied. Créé en 2015, l'UEE comprend la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Kyrgyzstan et l'Arménie. Le deuxième forum économique eurasien se tient de mercredi à jeudi dans le cadre de la présidence russe des organes de l'UEE en 2023. De nouveaux affrontements entre les factions militaires soudanaises ont éclaté mardi soir dans la capitale Khartoum, menaçant de faire dérailler le fragile accord de cessez-le-feu d'une semaine conclu entre les deux parties belligérantes et mettant la population locale dans un manque de nécessités quotidiennes. Plus de précisions avec Jessica Ferry. L'accord de cessez-le-feu conclu entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide est entré en vigueur lundi. Dans le cadre de la trêve, les parties ont convenu de faciliter l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire et de rétablir les services essentiels. Après la reprise des affrontements à la suite d'une accalmie tant attendue mais de courte durée à Khartoum et ses environs mardi, les deux parties ont publié des déclarations s'accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu et réitérant qu'elles continueraient à respecter l'accord. La série d'affrontements s'est poursuivie le lendemain, affectant Khartoum et les villes environnantes de Khartoum, Bahiri ou Omdurman, avec plusieurs bases militaires et le bâtiment de la radio-télévision d'État à Omdurman pris dans des coups de feu. Les affrontements meurtriers entre les forces armées soudanaises et les RSF ont eu des effets dévastateurs sur les civils depuis le déclenchement des combats le 15 avril et Khartoum a connu les combats les plus violents. De nombreux habitants de la capitale ont été contraints de fuir leurs maisons et de nombreux magasins et maisons de la ville ont été laissés vides et fermés à clé. Ce qui reste dans la ville souffre de coupures d'eau et d'électricité ainsi qu'un manque de services et de fournitures médicales. Khartoum est dans une situation humanitaire désastreuse avec des coupures de courant qui durent souvent jusqu'à 3 jours d'affilée. Les coupures d'eau peuvent durer 5 jours, voire une semaine. J'ai déjà été dans une situation où l'approvisionnement en eau a été coupé pendant 5 jours. Les fournitures médicales sont également rares et la plupart des pharmacies sont fermées, a déclaré Ghafer El-Ghad, un habitant local. Le conflit a également entraîné une augmentation drastique de la qualité de déchets et a un impact environnemental avec des ordures non collectées et s'empilant dans les rues, posant des risques pour la santé des citoyens. Les ordures entraînent la production des moustiques et le choléra. Le problème est devenu particulièrement aigu récemment. Pour des raisons de sécurité, aucune désinfection ou insecticide n'a été appliquée et de nombreuses zones sont inaccessibles aux camions d'élimination des ordures pour transporter les ordures des rues
vers les sites d'élimination. Avec à l'approche de la saison des pluies, les maladies infectieuses transmises par les moustiques pourraient entraîner une catastrophe environnementale, pire qu'une guerre ne pourrait en provoquer, a déclaré Motassim Youssif, un responsable du gouvernement de Khartoum. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés court contre la montre pour relocaliser des milliers de réfugiés dans les zones frontalières du Tchad vers des zones plus sûres avant le début de la saison de pluie, alors que de plus en plus de personnes continuent de fuir le Soudan voisin. Les détails avec Makingabe Halime. À Gungur, l'un des nombreux endroits le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan, où les réfugiés se rassemblent, les travailleurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés regroupent les réfugiés en unités familiales, notant chaque nom, leur âge et leur sexe, tout en enregistrant les consignés dans les dossiers du HCR. Chaque individu reçoit un numéro d'enregistrement distinct. L'unité familiale reçoit un numéro de ménage. Chaque article qu'ils possèdent, y compris leurs animaux, est également reflété dans ces enregistrements, dans ces registres. Cela peut être un exercice long et fastidieux, mais le personnel du HCR travaille méticuleusement pour s'assurer qu'aucun membre de la famille n'est laissé pour compte. De nombreux réfugiés sont transférés vers le camp de réfugiés de Gaga, l'un des deux seuls camps de la région, mais il reste difficile pour le HCR de savoir exactement combien de réfugiés se trouvent ici en raison de la proximité du camp avec la frontière soudanaise, ce qui signifie que de nouveaux réfugiés sont arrivés ici presque quotidiennement. Le HCR procède à des relocalisations régulières dans une tentative désespérée de les protéger et s'est fixé pour objectif quotidien de relocaliser 5500 personnes dans le camp de Gaga. Un scientifique ougandais a mis au point un système capital de détecter le cancer de col de l'utérus en 10 minutes, ce qui pourrait changer la donnée en Ouganda, où le cancer du col de l'utérus est l'une des principales causes de décès liées au cancer chez la femme. Précision avec Bienvenue. Le docteur William Waswa, maître de conférence au département des sciences biomédicales et de l'ingénierie de l'Université des sciences et technologies de Mbarara, a fabriqué les microscopes numériques à balayer rapide avec une imprimante 3D. Comparés aux diagnostics manuels qui prennent plus de temps et peuvent être sujets à l'erreur humaine. Le directeur Waswa affirme que son système a une précision d'environ 97% dans la détection du cancer du col de l'utérus à partir d'échantillons corporels. Notre innovation peut fournir un diagnostic précis en temps opportun, mais peut également examiner les cellules qui deviennent réellement cancéreuses parce que l'ordinateur a été formé et qu'il sait à quoi ressemble une cellule cancéreuse afin qu'il puisse réellement prédire, a déclaré le directeur Waswa. Son système fait toujours l'objet d'essais scientifiques et est actuellement testé dans un hôpital local. L'innovation a également été évaluée par des pairs dans plusieurs revues académiques. En Ouganda, le cancer du col de l'utérus représente 40% de tous les cas de cancer. L'Institut ougandais du cancer affirme que le recours au dépistage du cancer du col de l'utérus est encore faible et que de nombreux patients viennent à l'hôpital lorsqu'il est trop tard. Selon l'Institut du cancer pour prédire les décès, les innovations comme celle du docteur Waswa sont les bienvenues, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'accès des gens aux soins de santé. Le nombre de personnes qui savent du moins quelque chose sur le cancer est passé à environ 7% dans le pays. Cela signifie donc que la sensibilisation a doublé, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, la sensibilisation des gens sans qu'ils aient accès aux soins n'a pas de sens, ce qui signifie que nous devons faire plus, a déclaré Jackson Orient, directeur de l'Uganda Cancer, l'Institut. Le directeur Waswa travaille sur la formation de sa machine pour analyser d'autres formes de cancer. Et puis pour finir, la Chambre haute du Parlement russe a annoncé sur les réseaux sociaux que ce sénateur avait approuvé mercredi un projet de la loi portant dénonciation du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Les précisions avec Laure. Le projet de loi sera soumis au président russe Vladimir Poutine qui le signera. Le 10 mai, le président russe Vladimir Poutine a soumis un projet de loi sur la dénonciation du traité FCE
à la Chambre basse du Parlement. La Chambre a adopté une loi sur la dénonciation du traité lors d'une saison le 16 mai. Le traité FCE a été initialement signé en 1990 par les membres de l'OTAN de l'époque et les 6 anciens États du traité de Varsovie et est entré en vigueur plus tard en 1992. Le traité a introduit les limites sur les principaux types d'équipements militaires conventionnels en Europe et a prévu la destruction des armes excédentaires. En 1999, une version mise à jour du traité a été signée, mais elle n'a pas été ratifiée que par 4 pays, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. En 2007, la Russie a suspendu sa participation au traité FCE jusqu'à ce que le pays de l'OTAN ratifie sa version mise à jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Restez connectés au programme de la télévision internationale Tchad 24.